chose pour rebondir là-dessus. L'encadrement décidé par la DNCG, ouais, pardon. Est-ce que ça vous a contraint un petit peu à changer cette stratégie pour arriver à ce que tu viens d'expliquer, ou est-ce que de toute façon c'était quelque chose que vous aviez prévu? Et après j'aurai une deuxième question, mais sur un autre sujet. C'est un exercice de responsabilité d'appliquer ce que la DNCG nous a appliqué. Spécialement, comme on a dit, non, on a présenté un budget avec un masse salariale basé dans une qualification, pas, je ne dis pas en Ligue des Champions, non, parce que pour nous, là, ce qui nous a fait beaucoup de mal au niveau financier, qu'on avait déjà discuté, c'est le fait de ne pas avoir joué les playoffs, que ça nous a coûté entre 9 et 10 millions d'euros. Le fait de ces matchs contre Panathinaikos, c'était un match, on peut le qualifier cher. Et spécialement, je crois qu'à niveau, il n'y a pas une vision à court terme de quelque chose que ça permet de booster ton exercice économique, sauf, il faut se dire les choses et comme ça tout le monde peut comprendre. Si tu joues en demi-finale de l'Europa League, tu aurais colmé les gaps à niveau des revenus européens. Mais la vérité est que c'est un exercice de responsabilité de savoir mis les mêmes limites, de chercher de contrôler ta masse salariale, spécialement parce que dans un moment que c'est incertain que la prochaine saison tu vas jouer la Ligue des Champions, c'est quelque chose que c'est responsable aussi de savoir contrôler ta masse salariale. C'est quelque chose que c'est normal qu'un organisme régulateur de football te dit, attention, la masse salariale c'est plus adapté à la Ligue des Champions qu'à la compétition européenne que tu joues, et c'est un exercice de responsabilité des dirigeants du club de savoir contrôler ta situation économique et de chercher la stabilité financière et l'exercice de responsabilité comme dirigeant du club. Merci. La deuxième question elle arrive peut-être un peu trop tôt, mais il y a eu une décision très importante ce matin de la Cour de justice européenne qui va à l'encontre de ce que fait l'UEFA et de l'organisation actuelle du football européen. Voilà, donc encore une fois c'est un peu rapide, mais j'aimerais savoir comment tu te positionnes là-dessus et comment l'OM se positionne là-dessus sur une éventuelle évolution du format européen des compétitions. Des décisions importantes, parce que aussi la décision sur les clubs d'Anvers, sur la conformation des listes européennes, c'est quelque chose que ça va apporter beaucoup de changements dans la construction des effectifs européens. Sur la question de la sentence de la Cour européenne aujourd'hui, c'est quelque chose que c'était, je crois que pour tous les acteurs au monde du football, pour moi c'était prévu, spécialement parce qu'il y a un tribunal européen. Tu ne peux pas faire une loi différente pour le football que pour le basket ou pour l'athlétisme. Je mets des exemples, non? L'Euroleague et les conflits qu'il y avait avec FIBA et les problèmes qu'il y a avec la Diamond League, qu'on voit tout le monde quelquefois en télé, la Diamond League en athlétisme, que c'est une compétition fermée. C'était quelque chose que c'était, je crois, prévu pour tous les acteurs, ce type de décision, spécialement parce qu'il y a le monopole. La décision, ça dit qu'il y aura une création d'une Super League. Dans ce cas, moment, la décision, ça ouvre la porte que ça peut être les propres clubs qui organisent une compétition. Pour bien être clair, je m'ai passé toute la matinée, à partir de 9h30, à chercher d'analyser la sentence. Parce que ça va changer quelque chose dans le football européen. Quelle est la position de l'Olympique de Marseille? Et c'est important. Pardon, avant de dire la position, je tiens à dire aussi, comme ça, on explique bien ce que ça se passe. Non? C'est une décision entre la commercialisation des compétitions et la gouvernance des compétitions. Dans ce moment, dans l'ECA, où je suis parti du conseil d'administration de l'ECA, une des priorités, c'est la relation directe avec UEFA et FIFA pour la commercialisation des différentes compétitions. Pour ça que ça c'est déjà une discussion qui est en train, et avec les CA c'est quelque chose avec la joint venture qui sont avec UEFA pour la commercialisation des nouveaux cycles des droits européens et des compétitions européennes, Ligue des Champions, Conference League, Europa League, et aussi avec les mondiales du club qui s'était annoncé la semaine dernière. Pour moi c'est la grande discussion, non? Gouvernance et commercialisation des différentes compétitions. Position. Pour moi, il y a une chose que c'est clair, non? Ces sentences d'aujourd'hui, c'est que ça appelle
et rappelle à tout le monde, c'est la nécessité maintenant de plus de dialogue dans le football européen, plus d'unité, que tout le monde cherche d'aller vers la même direction. Je considère qu'avoir 2, 3, 4 compétitions différentes organisées par des différentes personnes, c'est positif au football. Pour moi, ça c'est la catastrophe du football. Si on ne fait pas une actuation tous les clubs en commun, avec beaucoup de dialogue, et avec une commercialisation que c'est juste pour tout le monde et que tout le monde il a la place dans les compétitions européennes, si ça c'est pas le chemin, je vois un avenir très difficile pour le monde du football. Et c'est la responsabilité des différents dirigeants qui ont quelques mots à dire dans le football européen, pas seulement l'Olympique de Marseille, beaucoup des autres clubs. Je crois que ce n'est pas le moment de la division et qu'on le voit maintenant dans le football, non? Il y a A22 avec ses projets de Super League. Il y a les CA dans lesquels c'est l'organisme qui a les contacts directs et c'est reconnu pour UEFA et FIFA dans toutes les conversations. Il y a l'Union des clubs européens, que c'est une nouvelle association qui s'est créée. Si on ne travaille pas dans l'unité, aller tout le monde vers la même direction et que tout le monde il a sa place et tout le monde s'écoute les uns vers les autres, pour moi, créer des différentes compétitions européennes, ça va diviser un football qui maintenant il est dans un moment de difficulté et on le voit avec toutes les négociations des droits de télévision, pas seulement en France, sur notre marché. On voit la tendance en Italie, on a vu la tendance en Premier League, et oui, c'est un très bon contrat au niveau national, mais les valeurs de chaque match ont diminué d'un 24%. C'est un moment où j'appelle à l'unité et aller vers une même direction avec beaucoup de dialogue dans le football européen. Flo. Pablo, bonjour. 2 questions, s'il vous plaît. Je relance le lien entre le système de jeu et le mercato, parce que j'imagine que pour vous, c'est quand même assez crucial. Vous dites souvent qu'il faut s'adapter au système ou aux demandes d'un entraîneur. Et là, effectivement, il y a un système en 3-5-2 qui semble plutôt bien fonctionner. Donc, on pourrait se demander si vous n'êtes pas juste en termes d'attaquants. Si désormais vous décidez de jouer à 2 attaquants, en tout cas le coach. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce qu'il pourrait y avoir une recrue dans ce secteur, au poste d'attaquant? Et est-ce que, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous maintenez totalement votre confiance à des joueurs comme Vitinha, voire Correa ou Ndiaye, qui ont eu quelques difficultés quand même ces derniers mois? Pardon. Première chose, je considère toujours qu'un mercato il doit être adapté à un entraîneur. Ça, c'est quelque chose que je crois beaucoup dans ce concept. Avec un système à 10 attaquants, je crois que c'est la configuration dans laquelle les joueurs actuels dans l'effectif ils sont plus habitués à jouer. Pour une question, non, ma confiance est pleine dans tous les joueurs offensifs qu'on a dans ce moment au club. On a des profils qui sont plus adaptés à faire les premiers attaquants, que c'est le cas d'Aubameyang et Vitinha. Et je crois qu'on a 3 avec un joueurs dans lesquels sa meilleure position, c'est la position de deuxième attaquant, spécialement avec ce système de jeu. Je tiens à dire, Iliman Ndiaye, il a une progression importante, je crois que dans les 2 derniers matchs. Je crois que tout le monde peut plus ou moins d'accord que la première mi-temps d'Iliman contre Clermont, il était de bon niveau. Hier à Montpellier, je considère qu'il a joué en période du match où on commence à voir le vrai niveau d'Iliman Ndiaye. C'est une position que je crois que c'est sa position de deuxième attaquant. Et je tiens à dire, avec toutes les difficultés qu'il a vécues Joaquin au commencement de la saison, que ce n'est pas une saison facile pour lui, attention. Mais on doit dire que le système de jeu dans lequel Joaquin Correa il a donné plus de satisfaction pendant toute sa carrière, c'était le 3-5-2. Et on a une troisième alternative dans cette position, que c'est peut-être la possibilité de jouer avec Amin Harit comme deuxième attaquant, que c'est une position dans laquelle il se sent bien très à l'aise. Et aussi la possibilité, plus pour un jeu de contre-attaque, d'utiliser Ismail Assar dans cette position, qu'à Watford, il a joué, je crois qu'en plus de 20 matchs comme deuxième attaquant au Watford. Et c'est pas ma deuxième question, mais pour aller plus loin, Luis Enrique va revenir. Est-ce qu'il fera partie de l'effectif à 100% ou vous lui chercherez une porte de sortie? Il est un joueur de l'OM. Il est convoqué pour revenir avec nous. Dans un moment qu'on perd beaucoup de joueurs, je crois que ce niveau de qualité il peut être utile.
En même temps, et ça c'est quelque chose que c'est important à dire, il y a déjà des clubs brésiliens qui sont présentés des offres qu'on a refusées parce qu'on ne considère pas qu'ils atteignent le niveau économique et la valorisation qu'on donne aux joueurs. On tient à dire que pendant un moment de cette saison, c'était un des joueurs plus déterminants dans les championnats brésiliens, jusqu'à sa blessure à l'épaule. On est en réflexion, spécialement parce qu'il y a d'intérêt déjà officiel des clubs. Il y a 8 clubs brésiliens qui déjà ils sont demandés pour sa situation, des clubs européens qui sont demandés pour sa situation. On analyse. Je ne peux pas te donner une réponse très claire, spécialement parce que c'est la vérité que si on peut porter à la maison avec un transfert de Luis Enrique, que ça nous permet aussi de créer les moyens, et on tient avec une autre question posée, non, de créer un peu plus de budget pour recruter pendant l'hiver, on est à l'écoute et on est ouvert à trouver des solutions. En sachant que c'est un joueur que si on aurait dans l'effectif, spécialement dans ces périodes de camp, ça peut nous donner des satisfactions. Oui, Pablo, l'autre question, ça vous concerne vous. Bon, on sait ce qui s'est passé en début de saison, votre incertitude à un moment donné sur le fait de continuer ou pas, et puis finalement votre volonté de rester président. Là, il y a une nouvelle organisation avec Mehdi Benassia notamment. Voilà, est-ce que vous êtes reparti comme jamais sur du long terme, ou est-ce que, parce que des fois, vous savez, ça parle beaucoup au sein du club ou autour du club, certains parfois se demandent si vous faites la saison et vous arrêtez. Est-ce que c'est une possibilité que vous partiez en fin de saison? Wow. Dire la vérité, je crois que tout l'être humain, ça fonctionne avec la batterie, non? Et avec les énergies. C'est vrai que septembre, c'était un moment compliqué. Je crois que retourner dans tous ces événements, ce n'est pas le moment, et je crois qu'on a beaucoup déjà trop discuté sur la question. C'était un moment difficile, il ne faut pas cacher les choses. C'est aussi vrai que dans ce moment, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'ambition. Je cherche de donner mon maximum avec mon équipe de travail pour le bien de l'Olympique de Marseille. À dire la vérité, c'est quelque chose que je tiens à reconnaître que l'arrivée de Mehdi, ça nous a donné beaucoup d'énergie, c'est la vérité. L'arrivée de Gattuso, ça nous a donné aussi des énergies. Je crois que les personnes fonctionnent beaucoup au dernier événement, qu'on ne devrait pas, non? Comme dirigeant, je l'ai dit, tu dois chercher toujours de voir la vision générale. C'est vrai que si on doit analyser les derniers événements au club, je crois que ça nous donne de l'énergie, ça nous donne de l'ambition, ça nous donne des satisfactions et la volonté de continuer à travailler, de chercher d'arriver à nos objectifs et de chercher de construire. Ma tête maintenant fonctionne à quel va être le club en 3 ans, quels sont les investissements qu'on doit faire pour chercher de colmer ces rapports européens, de passer toute la matinée à lire tous les sentences européens pour voir comment ça va affecter à l'Olympique de Marseille, à l'économie de la saison prochaine ou en 2 ans, et de chercher de comment on doit rester compétitif avec nos adversaires, pas seulement français mais européens, et de chercher de comment on doit chercher toutes les ressources pour continuer à construire le club. Bruno. Oui, bonjour. Pablo. Deux petites questions. La première, je reviens un peu sur la Super League. Il y a des médias manifestement très sérieux qui disent que l'OM veut absolument jouer la Super League si jamais cette compétition est créée à l'avenir. Est-ce vrai ou pas? Voilà, déjà, s'il vous plaît. C'est complètement faux. Il n'y a pas une seule conversation sérieuse sur les thèmes. Non. Pour moi, c'est quelque chose que je tiens à dire, non, un niveau d'engagement avec le statu quo actuel du football que c'est important. C'est pour ça qu'on a décidé de présenter notre candidature à l'ECA, de chercher de changer les choses ou de donner au moins une opinion et de chercher de participer à toutes les différentes questions importantes dans le monde du football qu'il y a dans le moment actuel, mais à l'intérieur du système et en coopération avec les différents organismes de contrôle du football européen. Question de Super League et l'Olympique de Marseille qu'on veut absolument rentrer dans ces compétitions, je tiens à nier complètement et c'est complètement faux.